Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Fleur Dauget, éthologue de formation, écrivaine et journaliste, pour réfléchir à la manière de raconter le vivant aux plus jeunes dans un monde où l'enjeu écologique est crucial. Bonjour Fleur. Bonjour Nicolas. Alors Fleur, pourquoi selon vous les animaux occupent-ils une place si importante dans les livres de jeunesse ? Je crois que sinon ce serait triste si on n'avait que des humains. C'est bien qu'on ait des humains, que les enfants puissent s'identifier aux enfants de leur âge, etc. Mais déjà, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Les fables d'Ésope, qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, utilisaient déjà des animaux pour raconter des histoires. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est difficile à expliquer, c'est comme si c'était... toujours comme ça et que ça continuait. Je crois que c'est aussi une façon d'entrer dans le merveilleux, dans l'imaginaire. C'est rigolo d'avoir des animaux qui ont des habits humains, qui vont avoir un comportement comme les humains. On peut les utiliser, les animaux, de toutes les manières possibles, en fait. On peut parler des animaux tels qu'ils sont et ne pas du tout, justement, les anthropomorphiser. Ou alors, voilà, les envoyer dans l'espace, les faire vivre des aventures extraordinaires. Et pourquoi on n'utilise pas des humains pour aller dans l'espace ou cuisiner un gâteau, et pourquoi on utilise des animaux ? On le fait aussi. C'est, en littérature jeunesse, tout est ouvert, toutes les possibilités existent. Donc, il y a des livres où il n'y a que des humains, et puis il y a des livres où il y a des animaux, il y a des livres où il y a les deux. Moi, j'ai même fait un livre de contes où ce sont des plantes qui sont les héroïnes. Donc, on peut inventer tout ce qu'on veut pour susciter l'imaginaire, le merveilleux, et puis aussi pour raconter la science. Certains animaux comme le lion, la baleine ou l'éléphant sont particulièrement représentés dans les livres jeunesse. Est-ce un hasard ou bien ces animaux incarnent quelque chose de particulier dans l'imaginaire enfantin ? Ce sont des animaux emblématiques que les adultes aussi connaissent parce qu'ils sont impressionnants, parce que voilà, un éléphant, c'est un animal incroyable. La baleine aussi, donc ça fait rêver l'humain de manière générale. Donc en réalité, ils sont connus, comme il va y avoir des personnalités qui sont connues de tout le monde, et puis on a oublié parfois pourquoi. Donc moi, je trouve toujours intéressant de parler de ces espèces-là parce qu'effectivement, elles sont incroyables. Découvrir comment vivent les éléphants, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, c'est hyper intéressant. Mais c'est aussi intéressant d'aller discuter de comment vit un escargot, c'est quoi une blatte, parler aussi de tous ces animaux qui sont mal aimés parce que voilà, l'éléphant, le lion, on les adore. Mais et on fait souvent passer le loup et le requin pour des animaux méchants, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller justement voir qui sont ces animaux mal aimés, comment vivent les araignées, par exemple, pour qu'on change un petit peu ces représentations-là et qu'on s'intéresse à tous les animaux. À quel type d'animaux, du coup, vous intéressez-vous particulièrement autant à la baleine qu'à l'araignée ? Ah oui, voilà, autant. J'ai des livres d'ailleurs où je parle, j'ai un livre qui s'appelle « Dans la tête des animaux » où on parle de l'intelligence animale, où je vais autant parler de l'intelligence des tortues, par exemple, que de ce qui se passe dans la tête des chimpanzés, des baleines, des éléphants. Et on va aller voir, oui, justement, comment vivent les araignées, comment vivent les vers de terre, parce que eux aussi sont passionnants, et en plus, souvent, ils sont beaucoup plus proches de nous. Donc, on peut aussi les observer dans notre quotidien, et puis aussi changer nos représentations vis-à-vis de... avec Émilie Van Volsem, qui est une illustratrice avec qui je travaille beaucoup, on a eu l'idée de faire un livre sur les araignées. Au départ, on se disait, il n'y a aucun éditeur qui va vouloir faire un livre sur ça, parce que ça ne va pas se vendre. Il y a trop de gens qui ont peur des araignées, ou qui n'ont pas envie qui préfèrent justement acheter un livre sur les lions. Et au final, c'est un livre qui marche super bien, et que beaucoup de parents utilisent, aussi d'enseignants utilisent, pour faire entrer les enfants dans un monde qui peut leur faire peur, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, quand j'entends que tel ou tel enfant a moins peur des araignées, ou même certains adultes, après avoir lu des livres où justement on va à la rencontre d'un animal quand on le connaît mieux, forcément on en a moins peur et on a même parfois envie d'aller l'observer. Donc ça, c'est un petit peu le but de pas mal de livres que je fais. Donc vous pensez que les premières histoires qu'on lit aux enfants conditionnent un peu la façon dont ils percevront par la suite la nature ? Oui, ça en fait partie. Forcément, il y a aussi l'apport des parents, évidemment, et de l'école, puisque selon la façon dont nos parents vont nous sensibiliser à la nature, on va forcément se calquer là-dessus. Et justement, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des araignées parce que leurs parents ont peur des araignées et qu'ils les écrasent, etc. Et donc voilà, il y a ce réflexe tout de suite d'écraser les araignées, de tuer les serpents aussi, beaucoup. Et je pense que certains livres comme ça peuvent amener à changer un petit peu le regard ou justement avoir un premier regard qui sera différent.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce type d'ouvrage ? Moi, j'ai toujours eu une hypersensibilité de manière générale, et puis une grande curiosité aussi vis-à-vis de la nature, etc. J'ai toujours eu ça en moi. C'est un peu difficile aussi à expliquer d'où ça vient, pourquoi. Quand j'avais 12-13 ans et qu'on était dans des repas de famille en été et que les guêpes tournaient autour du melon, vous voyez, tout le monde a vécu ça. Bon, moi, je m'insurgeais que tout le monde soit en train d'essayer d'écraser les guêpes, voyez. Moi, je trouvais ça pas normal. Et je faisais même des crises à l'époque où tout le monde se demandait si Fleur, elle avait pas un problème psychologique. Et pour moi, c'était vraiment une douleur d'être comme j'étais et puis d'avoir ces réactions-là. Si à l'époque, on m'avait dit que cette hypersensibilité allait me permettre d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui, ça m'aurait beaucoup rassurée. Et je me serais dit, tu vois, cette sensibilité, cet œil que moi j'avais, où j'avais plus envie de les regarder manger le melon que de les écraser à tout prix, ça peut servir au final. Ça vous a donné envie d'écrire un ouvrage sur les guêpes par la suite ou pas du tout ? J'ai pas écrit encore d'ouvrage sur les guêpes, mais je m'intéresse forcément aux insectes et puis à tous ces animaux qu'on regarde un petit peu moins parfois. Et dans vos différents livres jeunesse, on voit que vous vous appuyez sur des connaissances scientifiques, mais qui gardent quand même une dimension poétique et sensible. Comment trouvez-vous l'équilibre justement entre cette rigueur et en même temps l'imaginaire ? Je pense que ça part déjà aussi de ma personnalité. Je dis souvent que moi, je suis une littéraire qui a fait des études scientifiques. Et j'étais pas forcément destinée à ça au départ, mais j'étais tellement curieuse de la nature que voilà, j'ai découvert l'éthologie et j'ai plongé là-dedans. Et c'est ce que je trouve super intéressant dans mon métier, c'est de partir de données scientifiques qui sont très rigoureuses, justement, et de les amener vers l'enfant ou vers l'adulte aussi, de manière parfois, oui, poétique, de mêler aussi, j'ai certains livres où on parle d'un côté des animaux réels, j'ai un livre qui s'appelle « Les animaux du Japon », où on parle des animaux du Japon, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui n'existent que là-bas, donc c'est très intéressant d'aller voir qui ils sont, comment ils vivent, etc. Donc là, je parle de données scientifiques. Et puis, il y a une autre partie dans le livre où on va raconter des contes autour de cet animal qu'on a découvert et dont on sait qu'il habite à tel endroit, etc., qu'il mange telle chose et telle chose. Parce qu'il y a une telle foisonnance, je ne sais pas si ça se dit foisonnance. Foisonnement. Voilà, il y a un tel foisonnement de croyances autour des animaux au Japon et d'histoires étonnantes, surtout que ce sont des histoires qui sont souvent très différentes des nôtres. On est habitué à nos contes, nos ogres, nos lutins, etc. Là-bas, les animaux, ils ont une grande place, ils se transforment, ils ont des pouvoirs, ils peuvent se transformer en humains, etc. Donc je trouve ça intéressant de parler de ça. Et je trouve ça aussi très intéressant de montrer à l'enfant qu'est-ce qui est vrai, donc qu'est-ce qui nous est transmis par la science, qu'est-ce qui est réel, et qu'est-ce qui fait partie de la croyance, justement. Parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de fake news, où il y a beaucoup de croyances qui prennent le pas sur la science, qui veulent prendre le pas sur la science. Et je trouve que parfois, faire un ouvrage, justement, où on va s'intéresser aux deux, parce que les deux sont intéressants pour ce qu'ils sont, mais où on va mettre une frontière, justement, entre, regardez, ça, c'est la science qui nous le dit, et ça, ce sont des croyances, c'est bien pour les imaginer, mais c'est pas ce qui se passe vraiment dans la nature. Je trouve que c'est important aussi de montrer ça aux enfants. Comment on fait pour adapter un langage scientifique, à vulgariser justement tout ça auprès des enfants ? On se met à hauteur d'enfant. C'est une notion qui est importante aussi, je trouve, et qui est importante de manière générale pour nos sociétés. On n'est pas assez à hauteur d'enfants dans les villes, dans les familles, dans les écoles. On impose souvent aux enfants notre vision d'adulte. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, de qui j'étais quand j'avais 4-5 ans, de ce qui m'étonnait, me faisait rire, ce que j'avais envie de découvrir, etc. Donc, en fait, je me sers beaucoup de ça, de l'enfant que j'ai été. Je me sers de mes filles qui ont 4 et 6 ans et qui sont justement dans cette période où on s'émerveille et où on pose beaucoup de questions. Et puis, je rencontre aussi beaucoup d'enfants dans les classes, que je rencontre dans les salons du livre, dans les écoles, etc. Et qui me transmettent justement leurs interrogations, leurs fascinations. Donc, j'utilise ça. Et c'est ça qui est très intéressant dans mon métier, c'est de prendre ces notions scientifiques que je vais parfois chercher dans des articles très scientifiques, justement, avec du jargon, etc. Et puis de trouver les analogies qui permettent de simplifier les choses, mais sans qu'elles deviennent simplistes. Donc, de les rendre accessibles aux enfants. J'ai un exemple. J'ai un livre qui s'appelle « Les petites planètes » qui présente l'astronomie pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc voilà, parler d'astronomie à un enfant de 3 ans, c'est le défi, c'est ça qui est intéressant.
Et je me disais, il y a les planètes rocheuses et les planètes gazeuses. On ne va pas dire à un enfant de 3 ans, voilà, Jupiter, c'est une planète gazeuse. Pour lui, ça ne veut rien dire, ça. Donc, je réfléchis, le gaz, pour un enfant, qu'est-ce que ça peut être ? Et une planète, qu'est-ce que ça peut être ? Et donc, dans mon texte, je dis, voilà Jupiter, la plus grosse, la géante, toute gonflée de gaz, comme un gros ballon. Parce que voilà, un ballon... et l'air dans un ballon, ça, c'est une image que l'enfant, il a tout de suite. Je me sers souvent de leur quotidien comme ça, sans partir dans des notions qui ne sont pas adaptées pour des petits-enfants. Et est-ce qu'on doit adapter son discours si l'enfant a 3, 6 ou 9 ans, et de quelle façon on le fait, si jamais ? Oui, justement. Donc là aussi, on essaye de voir quel est le niveau de l'enfant. Effectivement, un enfant de 9 ans, on ne lui parle pas pareil qu'un enfant de 4 ans. Il n'a pas la même façon de s'exprimer, les mêmes questions et tout ça. Donc à force de les côtoyer, on a dans la tête notre lecteur. En fait, quand on est écrivain, on pense à son lecteur. Et puis même quand j'écris pour les adultes, c'est la même chose. Je me mets en face d'une personne qui est tout à fait intelligente, mais qui n'a jamais entendu parler de tel ou tel sujet. Alors comment est-ce que je lui en parle ? En évitant justement de jargonner, d'utiliser des mots qui vont tout de suite le ou la perdre. Parce que ce que je cherche, c'est à retenir la personne. Et dans beaucoup de livres jeunesse, on retrouve des animaux qui se comportent un peu comme des humains, avec un papa crocodile qui va aller chez son voisin, la marmotte, pour faire un gâteau, par exemple. Pourquoi, dans votre cas, avoir fait le choix de récits animaliers très réalistes au plus proche de leur mode de vie ? Alors ça, c'est parce qu'il y a plein de genres différents en littérature jeunesse. Et personnellement, j'adore les livres de Béatrix Potter, par exemple, avec les petits lapins qui ont des tabliers et qui font des gâteaux. Donc, c'est une façon de faire de la littérature jeunesse. Et puis, il y a le genre du documentaire dans lequel moi je travaille pas mal, même si j'ai fait aussi de la fiction et j'en ai aussi fait des animaux qui mettent un costume et qui vont faire des enquêtes, par exemple. Donc moi, mon travail dans le documentaire, c'est justement de transmettre qu'est-ce que la science nous dit, d'aller chercher qu'est-ce que les scientifiques ont découvert pour le donner à lire aux enfants. Donc oui, c'est une façon totalement différente d'envisager l'animal, mais je trouve que toutes les façons sont intéressantes. Pourquoi, par exemple, est-il intéressant de voir un lapin, effectivement, avec un t-shirt, un pantalon, aller faire quelque chose avec une vision un peu anthropomorphisée ? Pourquoi c'est également tout aussi intéressant ? Parce que c'est drôle, c'est rigolo. En ce moment, je suis fan d'un livre qui s'appelle Les Matoufilous. C'est une autrice coréenne. C'est même moi qui demande à mes filles de lire ce livre, parce que j'adore. Il y a ces 8 chats qui font la tronche et qui font des bêtises en permanence. Ils sont tout le temps en train de chercher à embêter les chiens, par exemple. Les chats qui embêtent les chiens, c'est un thème. Et donc, c'est juste rigolo, en fait. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Parce que la littérature jeunesse, au départ, il faut amener l'enfant vers le livre en l'intéressant, en le faisant rire, en suscitant son étonnement, sa curiosité. Sinon, ça sert à rien. Quand on lit un livre jeunesse, on n'est plus à l'école, quoi. Et d'ailleurs, l'école, souvent, se sert des livres jeunesse. Et là, elle ouvre un petit peu... Elle permet à certains enfants de s'ouvrir vers des sujets que sinon ils trouvent un peu trop secs, un peu trop difficiles. Les livres jeunesse véhiculent aussi souvent des clichés. On retrouve le loup qui est cruel et qui va manger tout le monde, le renard qui est rusé, la femelle aussi en retrait. Est-ce que l'un de vos objectifs est de bousculer ces représentations ? Alors oui, ça totalement. Par contre, ça m'énerve un petit peu quand dans les histoires que je lis ou les films qu'on voit, les requins c'est les méchants et les dauphins c'est les gentils, alors que les dauphins ils sont pas toujours très rigolos et les requins c'est vraiment pas des animaux méchants. Ils font très très peu de morts chaque année. Et c'est assez placide. Et puis en plus, il y a plein d'espèces de requins différentes. On voit toujours le requin, alors que ça aussi, c'est très, 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 très diversifié. Et ça, c'est très ancré, ces croyances-là. Vous voyez, chez moi, dans mon foyer, jamais on a dit à nos filles que les loups étaient méchants. Eh bien, elles reviennent de l'école ou du centre de loisirs en ayant peur du loup. Et en se couchant le soir et en disant « j'ai peur du loup ». Je dis, mais d'où ça vient, ça ? Pourquoi ? Parce que c'est véhiculé encore et toujours, justement, par des livres, par des clichés comme ça. Donc, moi, dans les miens, c'est clair qu'on ne parle pas de ça et on essaie justement les clichés, de les renverser, de les bousculer et puis d'aller chercher plus loin que ça, quoi. Est-ce que c'est efficace, selon vous ? Est-ce que vous sentez des résultats chez vos lecteurs, vos lectrices ? Je l'espère. C'est aussi pour ça que je vais beaucoup dans les classes. Je suis beaucoup invitée. Je ne peux pas y aller tout le temps, d'ailleurs, parce qu'en tant
qu'autrice, auteur, on est beaucoup invité dans les classes. Ça, c'est une facette du métier que je soupçonnais pas au début quand j'ai commencé. Et donc, en conversant avec les enfants, on peut réussir justement à changer ça. Et en ayant le livre comme support, ça aide beaucoup. Souvent, quand on est reçu comme ça dans les classes, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent avec leur enseignante. Et donc, on arrive là un petit peu... Enfin, moi, j'aurais adoré rencontrer une autrice ou un auteur. Donc, on nous écoute quand on arrive. Parce que voilà, on a une espèce de petite aura quand on a écrit un livre et qu'on parle de ces sujets. Donc, j'essaye de m'en servir pour instiller des nouvelles idées comme ça, des façons différentes de voir du monde. Est-ce que ça fonctionne ? Je l'espère. Ça m'est arrivé que des parents me disent « On a acheté votre livre, Les petites fourmis, parce que notre enfant avait peur des fourmis. Et puis maintenant, il nous demande d'aller les observer, parce que ce qu'il a envie de savoir, c'est comment ils vivent et pourquoi ils sont là, et il n'a plus peur. » Donc là, moi, j'ai l'impression d'avoir presque réussi ma mission de vie quand on me dit des trucs comme ça. Il n'y a rien de plus gratifiant. Donc oui, ça doit marcher de temps en temps. Et est-ce que c'est vous-même quelque chose que vous avez dû déconstruire chez vous ? Est-ce que vous avez grandi peut-être avec cette image du loup cruel, du renard rusé et est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu déconstruire ? Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, on n'échappe pas à tout ça. Je me souviens que quand j'étais à la maternelle, il y avait un endroit où les enseignants ne voulaient pas qu'on aille et ils nous disaient là-bas, il y a le loup. Donc, il ne faut pas y aller. Et donc, effectivement, on n'y allait pas. Donc, oui, ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas si dans 1000 ans, les enfants auront encore peur du loup, mais... Et moi-même, j'ai découvert énormément de choses. Vous voyez, j'ai écrit des livres sur la sexualité animale, sur l'homosexualité animale, sur aussi la place des femelles, qui n'est pas toujours celle qu'on croit. Et effectivement, moi, quand j'ai fait mes études, même mes études scientifiques, en éthologie, etc., je n'avais jamais entendu parler de certains comportements que j'ai découverts bien après, moi-même, en allant creuser, en m'intéressant, en écoutant ce qui sortait de nouveau dans les réflexions scientifiques ou même les réflexions de la société en général, quoi. Moi, je me suis intéressée à l'homosexualité animale à l'époque de la Manif pour tous, quand on entendait ces dames qui disaient « mais c'est contre nature, hein, l'homosexualité ». Et je me suis dit, moi, en tant qu'éthologue, il faut que j'aille voir, ça existe dans la nature. Et là, j'ai découvert un monde que je soupçonnais pas, quoi. Donc effectivement, même quand on a fait des études dans ces domaines-là, même quand on croit savoir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est facile de discuter de ces choses-là avec des enfants ? Plus facile peut-être qu'avec des adultes ? Eh ben, ça dépend. Plus l'enfant est petit, plus c'est facile, en fait. Et par exemple, quand j'arrive dans les classes et que je parle de sexualité, et ben, parfois, déjà, les enfants à 8-9 ans, ils ont déjà des gros préjugés, justement, notamment sur l'homosexualité ou les personnes trans, etc. Et c'est parfois un petit peu... Il y a beaucoup de rire, évidemment, de rire gêné. Et puis parfois, ils disent « mais non, mais c'est pas possible. » Donc, ils sont déjà imprégnés, les enfants, de ce que les adultes pensent, de ce que la société leur transmet, plus ou moins. Et alors, les tout-petits, évidemment, ils sont ouverts à tout. Quand je dis à mes filles que quand elles seront plus grandes, elles pourront avoir un amoureux ou une amoureuse, elles trouvent ça tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Et on verra dans quelques années quel discours elles auront vis-à-vis de ça. Est-ce qu'elles auront toujours cette ouverture-là Parce que effectivement, malgré tout, malgré nous, on a l'impression d'être ouverts et de ne pas genrer les choses, etc. Moi, mes filles, elles sont fans de rose, et puis elles disent bah non, ça je veux pas mettre ça parce que c'est pour les garçons, alors qu'on leur a pas transmis ça. Donc c'est étonnant, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous imprègnent sans qu'on le veuille. Donc, travaillons pour déconstruire à fond. Et parmi les clichés les plus répandus, on a, comme je le disais tout à l'heure, la femelle qui se tient en retrait. Vous avez notamment écrit l'ouvrage « Les femelles dans le monde animal », en montrant leur rôle actif, leur stratégie, leur puissance. Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour vous de porter cette thématique auprès des enfants ? Oui, ce livre, il s'appelle « Forte et flamboyante » aux éditions du Ricochet. Justement, c'est important de montrer aux enfants la nature telle qu'elle est, et pas juste des préjugés, justement, parce qu'on nous enseigne toujours que, même chez les animaux vivent en couple, souvent, hein, dans les livres pour enfants aussi, et puis ils élèvent leurs petits. C'est pas toujours le cas, et puis quand ils vivent en couple, ça peut être un couple de mâles ou de femelles. Et puis il y a plein de sociétés de femelles qui sont matriarcales dans la nature, enfin plein. Il y en a, en tout cas. Vous avez des exemples pour nous ? Donc, chez les hyènes, par exemple, chez les orques, chez les éléphantes, donc ça, j'en parle justement dans le livre, ça fait partie des espèces dont on parle, où ce sont les femelles qui sont dominantes, qui transmettent aussi la dominance à leurs filles, et ce sont elles qui vont décider où est-ce qu'on va aller manger, qui vont recadrer les mâles si ça va pas, qui vont être plus agressives qu'eux. Ça aussi, par exemple, c'est un préjugé, les femelles, elles sont douces
et les mâles sont agressifs, sont forts, etc. Dans ce livre, on montre qu'il y a plein d'espèces chez lesquelles c'est les femelles qui sont les plus grosses. Donc chez le léopard de mer, par exemple, la femelle elle fait 600 kilos, le mâle en fait 400. Chez la majorité des rapaces, ce sont les femelles qui sont les plus grosses. La baudroie également, nous en parlions dans un autre podcast. Exactement. Quelles espèces, justement, vous avez choisies dans cet ouvrage ? Donc, on parlait des hyènes, des orques. Par exemple, chez les orques, quelque chose qui est très intéressant, c'est que la femelle, c'est une fois passée la ménopause, donc à l'âge de 40 ans, il y a peu d'animaux qui ont une ménopause, mais les orques en font partie. Et elle est grand-mère à cet âge-là, donc oui, vers 40 ans. Et c'est là qu'elle va prendre souvent la direction d'un groupe. Donc déjà, c'est aussi intéressant de montrer qu'une femelle âgée peut prendre le lead et être celle qui va diriger son groupe parce que c'est elle qui a le plus de connaissances, qui va savoir enseigner aux plus jeunes comment chasser, quel type de chasse d'ailleurs, parce que selon les familles, ils ont des types de chasse différentes. Et c'est intéressant pour nous de voir ça parce que les femmes ménopausées dans nos sociétés, elles sont assez invisibilisées aussi, même si ça bouge un petit peu. Donc voilà, ce sont des petits biais comme ça qui passent par la nature pour nous montrer aussi que ça peut être intéressant de changer nos façons de penser. En fait, c'est intéressant de changer nos façons de penser la nature et par cet intermédiaire-là, de changer notre façon de nous penser nous-mêmes aussi. Comment les enfants perçoivent justement toutes ces thématiques, toutes ces problématiques ? Généralement, ils sont assez curieux, ils découvrent des choses et ils ont plein de questions, les enfants. Quand je vais dans une classe, souvent, je ne prépare pas grand-chose parce que je suis envahie de questions. Et même, je pars de la classe et il y en a encore des questions. Et les enfants, ils sont avides de comprendre, de connaître. Et puis, donc, ils ont souvent plus de tolérance quand même que nous. Et puis, beaucoup de curiosité. Donc, forcément, ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est aussi un moyen de sensibiliser, de déconstruire un petit peu les parents qui vont lire ces histoires à leurs enfants ? Alors oui, aussi. Bien sûr, souvent, les parents, ils sont ce qu'on appelle prescripteurs, et donc ce sont eux qui achètent les livres. Donc, les gens qui vont acheter les livres qui parlent de fortes et flamboyantes, c'est des gens souvent qui sont déjà sensibilisés, évidemment. Ce que j'espère, c'est que des enfants qui sont dans des familles qui sont moins sensibilisés à tout ça, trouvent ce livre à l'école, trouvent ce livre à la médiathèque, par exemple, ou qu'un copain leur en parle, une copine leur en parle, et qu'ils le trouvent dans une boîte à livres aussi, par exemple. Vous voyez, les livres, ils sont partout, ils sont libres, et ils sont vecteurs de liberté. Donc voilà, même si dans les familles, ces sujets-là ne sont pas abordés, peut-être que le livre peut réussir, à s'infiltrer comme ça. Vous échangez justement avec les parents, ça arrive ? Oui, ça arrive dans les salons du livre, notamment, où ils sont intéressés justement qu'on parle, notamment des familles queer, par exemple, qui sont contents qu'on parle un peu d'eux, parce que c'est pas toujours le cas dans les livres jeunesse, parce que dans les livres jeunesse aussi, il y a un souci qui est aussi en train un peu d'évoluer, mais qui est toujours beaucoup là, c'est que les personnages, ce sont souvent des petites filles et des petits garçons blancs, qui ont des parents hétéros. Et on est en manque de personnages queer qui ont les cheveux crépus, qui ont toutes les teintes de peau possibles et imaginables. Les personnages asiatiques, les personnages handicapés sont aussi très peu représentés. Et donc ça, c'est des choses que j'essaye aussi de faire. Même si moi, il y a moins de personnages humains dans mes livres, mais quand ils sont là, j'essaye de leur donner eux aussi de la diversité. Dans un contexte de crise écologique, pensez-vous que la littérature jeunesse a un rôle à jouer pour sensibiliser les enfants à la protection du vivant ? Alors là aussi, je dirais oui, forcément. Et puis les enfants, ils sont déjà sensibilisés eux-mêmes. C'est eux qui sensibilisent beaucoup leurs parents actuellement, les enfants et les ados, qui sont souvent aussi assez militants pour certains. Et le livre, c'est un appui. Soit c'est un appui pour eux pour montrer, regarde, voilà quelles sont les données, voilà ce qu'on dit dans les livres. Et puis aussi, oui, une inspiration et pourquoi pas aussi un vecteur pour ouvrir l'esprit d'enfants qui ne le seraient pas forcément et des enfants qui seraient un petit peu trop dans leur monde des écrans, dans leur monde numérique, par exemple. L'école, elle a aussi beaucoup à faire dans ce domaine-là, parce que c'est souvent par l'école qu'on nous invite et que nos livres aussi trouvent comme ça leur public et qu'on parle de thématiques qui sont bien plus larges que le livre lui-même, souvent. On va commencer à parler de la migration des oiseaux et puis on va partir sur le réchauffement climatique, sur la disparition de telle ou telle espèce. Parce que les enfants, ils font très vite les liens entre tous ces sujets-là, qui sont tous connectés, évidemment. Et comment vous faites pour aborder des sujets aussi lourds avec eux ? Est-ce que c'est pas plombant pour eux ? Comment est-ce qu'ils le reçoivent ? Moi, je pars du principe que
on commence par l'émerveillement. Et parce que c'est comme ça qu'on s'attache à la nature, parce qu'on est émerveillé, parce qu'on entre en empathie. Donc moi, j'essaye dans mes livres que l'enfant il entre en empathie avec les animaux, ce qu'il a généralement aussi naturellement, à différents degrés. Et puis après, voilà, on peut aller creuser les sujets et parler de choses qui sont un peu plus difficiles. Mais évidemment, on essaye de ne pas faire des livres qui sont totalement plombants, où on dit que voilà, l'humanité va disparaître un jour, parce que pour les enfants, il faut quand même leur dire que c'est joyeux la vie, et qu'il faut en profiter, et qu'il faut œuvrer pour qu'elle soit toujours là. Et puis pas non plus les culpabiliser, et puis leur mettre sur les épaules l'avenir de notre planète, parce que pas exagérer. Surtout que notre planète, ça c'est toujours quelque chose aussi que j'essaye de leur dire aussi aux enfants et même aux adultes. On dit souvent il faut sauver la planète, mais en fait il ne faut pas sauver la planète. La planète, elle n'a pas besoin de nous, elle se sauvera bien toute seule. Ça c'est très vraiment anthropocentré de penser ça, que nous les humains, c'est comme s'il y avait que nous, qu'il n'y avait jamais eu personne avant nous et qu'il n'y aura jamais personne après, quoi. Les humains, ils disparaîtront probablement. Peut-être plus vite que prévu, malheureusement, j'espère pas. Et puis la planète Terre, elle disparaîtra le jour où le soleil s'éteindra. Mais des formes de vie, il va y en avoir encore. Et puis on n'a pas idée de ce que ça pourra être. Mais la vie, elle est loin d'être éteinte sur la Terre, ça c'est sûr. Il y a quand même un âge minimum pour évoquer toutes ces questions de crise climatique, d'enjeux écologiques. Oui, forcément. Avec des enfants de 4-5 ans, on ne va pas forcément parler de ça. Mais on ne va pas parler du rapport du GIEC, quoi. Mais on peut parler que, par exemple, quand on voit des fourmis qui passent là, qui sont en train de transporter de la nourriture, observons-les, regardons-les au lieu d'essayer de les écraser. Parce que les enfants, ils font beaucoup ça. Moi-même, j'avoue, mais à culpa, j'ai écrasé des fourmis, j'ai joué à écraser des fourmis. Donc, les sensibiliser déjà à observer la nature et à leur montrer qu'ils en font partie intégrante, et pas juste une espèce à part, soi-disant à part, qui serait là pour dominer la nature, c'est un premier pas avant de parler de sujets plus compliqués, qu'on va plus aborder avec les ados, d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi un moyen de cultiver leur empathie ? Oui, justement. Moi, c'est ce que j'essaye de susciter. Par la connaissance vient l'empathie. Et je dirais aussi que quand l'empathie est là, elle suscite l'envie de connaissance. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que moi je vis au quotidien et que j'essaye d'insuffler aussi dans mes livres et puis chez les enfants que je rencontre. Et quel était le message que vous souhaitiez véhiculer, par exemple, avec l'ouvrage Les papas animaux ? Voilà, aussi que la masculinité, ce n'est pas que être super viril, avoir des conquêtes à n'en plus finir et pas s'occuper de ses enfants. Au contraire, un homme, un vrai, c'est un papa aussi. Ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir d'enfants, ça peut être plein de choses différentes. Et montrer que dans la nature, justement, on montre toujours, il y a beaucoup de livres sur les bébés animaux qui sont avec leur maman, par exemple. Alors qu'il y a plein de pères dans la nature qui s'occupent énormément de leurs petits. Les gorilles, vous voyez, les gros mâles gorilles qui sont aussi un symbole de virilité, ils sont très doux avec les petits, ils s'en occupent, ils jouent avec eux, etc. Il y a même carrément des mâles, notamment chez des grenouilles ou chez les poissons, qui vont garder leurs petits dans leur bouche jusqu'à ce qu'ils soient capables de regagner le monde extérieur et qui se privent de nourriture. Donc il y a des pères sacrificiels comme ça, alors qu'on a toujours plutôt cette image de la mère qui se sacrifie. Donc ça aussi, ça permet d'ouvrir l'esprit à la fois de ce qui se passe dans la nature et puis de qui on peut être nous aussi, comme papa, comme maman. Aujourd'hui, les enfants grandissent dans un monde saturé d'images numériques. Quelle place conservez-vous au livre comme premier vecteur d'éveil à la nature ? Alors, je crois que le livre, il a encore un grand rôle à jouer. On le voit parce que les enfants, ils sont toujours attirés par le livre. Ils ont envie de feuilleter, même s'ils ont des écrans à la maison. Donc, évidemment, c'est très important de limiter les écrans parce que ça ne doit pas être ce qui prend le plus de place. Moi, je les diabolise pas non plus. Mes filles, elles ont le droit de regarder des dessins animés. Il y en a même qui sont super intéressants. Il y en a un qui s'appelle Les Enquêtes sauvages. Je vais pas faire de pub pour la plateforme, mais il est génial. Moi-même, j'apprends plein de choses. Ce sont des animaux qui enquêtent justement sur des problèmes, des petits crimes qui existent dans la nature et on va aller chercher quel est le coupable et on découvre plein de comportements, plein d'espèces que moi-même je ne connaissais pas. Donc les écrans, ils ont aussi leur place s'ils sont contrôlés par les parents. Et puis le livre, il a encore de beaux jours devant lui parce que il suffit de voir les enfants les feuilleter dans les salons du livre, se jeter dessus, demander à leurs parents de leur en acheter pour savoir que le papier est toujours bien vivant. Pensez-vous qu'il est encore possible, par les récits, de réenchanter la nature pour les nouvelles générations ?
Bah oui, déjà la nature, elle est enchantée par elle-même, je dirais. Et c'est parfois, effectivement, notre vision à nous qu'il faut réenchanter. Et puis les enfants, il faut les amener justement dans la nature. Donc le livre, c'est bien, mais ce n'est qu'un support. Il faut que les enfants soient dehors et qu'ils se confrontent à... Pour eux, c'est parfois le rapport avec une coccinelle, un escargot qu'ils vont voir comme ça par terre. C'est une façon de développer leur rapport au monde, en fait. À l'autre, à l'altérité, etc. Et puis ils ont besoin d'être dans la nature. Il y a un syndrome actuellement qui s'appelle le syndrome de manque de nature, que subissent des enfants qui sont trop à l'intérieur, effectivement, dans les écoles, on est beaucoup trop à l'intérieur, on est beaucoup trop dans des cours qui sont bétonnés. Et je crois que ça, c'est important d'aller dehors, de sortir. Et puis, le livre, on peut le lire aussi dans la nature, on peut le lire à la maison. C'est un peu une espèce de tampon entre les deux ou de vecteur qui va nous emmener vers aller voir les animaux dehors. Je voudrais pas que les enfants voient juste les fourmis dans mes bouquins. Je voudrais qu'ils les voient après en vrai, quoi. Et auriez-vous des recommandations, enfin pour terminer, de livres pour nos auditeurs et nos auditrices qui seraient destinés à leurs enfants? Alors j'en ai beaucoup. J'ai parlé des Matou Filou tout à l'heure, je le recommande. Je me souviens plus du nom de l'autrice coréenne, mais vous le trouverez facilement. Il y en a un autre qui s'appelle Chamalou, qui parle aussi des préjugés qu'on peut avoir sur l'autre, qui est un livre génial, qui est aussi d'une autrice coréenne. Et puis sur la nature, je vous conseillerais les livres d'Agatha Liévin-Bazin, qui est une collègue à moi, qui est une éthologue, qui a beaucoup étudié le comportement des oiseaux, qui a fait un livre sur l'éthologie, comprendre qu'est-ce que c'est cette science qui est aussi assez mal connue. Qui a fait aussi des livres sur les émotions chez les animaux, plein de choses très intéressantes. Et je recommanderais aussi les livres d'Anne Croza, qui est une autrice-illustratrice suisse, qui fait des livres très oniriques, très poétiques, et qui va aussi souvent nous parler d'animaux un peu mal aimés, comme les serpents. Elle a fait un super livre aussi sur les champignons. Et donc je vous encourage à lire. C'est accessible à n'importe quel âge ? Oui, un peu tous les âges, là, dans tout ce que je vous ai dit. Et il y a aussi un couple d'auteurs polonais qui ont écrit notamment Separu Yellowstone. J'adore tous leurs livres, je suis hyper fan. Donc elle s'appelle, attendez, parce que j'ai noté son nom, parce que j'espère que je ne vais pas mal le prononcer. C'est Alexandra Mizilinska. J'espère que je le prononce pas mal. Et puis son mari ou son compagnon s'appelle Daniel Mizilinski. Ils sont notamment traduits chez La Martinière Jeunesse et ils ont aussi des livres extraordinaires où on apprend plein de choses sur la nature. Ils viennent d'en sortir un sur le loup que je n'ai pas encore lu et je l'attends. Je l'ai commandé, je l'attends pour le lire incessamment sous peu. Merci beaucoup Fleur Dauger d'avoir partagé avec nous votre passion pour la transmission et votre regard sur le rôle des livres dans l'éveil à la nature. Merci à vous.